Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire. Les titres: audience solennelle et publique organisée à la Cour suprême de justice en mémoire du procureur général de la République honoraire et émérite. Laurent Tshimanga Moukeba est décédé le 14 novembre 2013. Autorités politiques et judiciaires ont tenu à rendre un dernier hommage à celui qui a consacré sa vie à dire le droit. Dans cette édition, vous suivrez aussi une série de reportages consacrés à l'élection du bâtonnier et des membres des conseils de l'ordre dans les deux barreaux de Kinshasa. À la Gombe et à Matete, la tension monte. Les avocats sont appelés à voter leurs représentants. À la une aussi, les officiers de police judiciaire rentrent sur le banc de l'école pour mieux comprendre des principes et pratiques du droit pénal spécial en vue de mieux servir la population. Notre invité du journal, le professeur Joseph Ngwabika Funda, premier substitut du procureur du parquet de Kalamu, revient sur la question mais aussi insiste sur l'implication du gouvernement pour améliorer les conditions de travail des OPJ. Notre chronique de cette édition sera consacrée à l'infraction d'avortement. Sachez que même ceux qui donnent le renseignement sur les lieux où l'on pratique un avortement sont punis par la loi, comme va nous l'expliquer notre expert Freddy Monsois. Voilà tout pour le sommaire. Direction la Cour suprême de justice avec cette audience solennelle et publique organisée en mémoire du procureur général de la République honoraire et émérite, Laurent Tshimanga Moukeba, décédé le 14 novembre 2013. L'illustre disparu a œuvré dans le secteur judiciaire où il a gravi tous les échelons jusqu'à occuper le poste de procureur général de la République de 2003 jusqu'à sa mise en retraite en 2008. Autorités politiques et judiciaires, membres de famille et autres anonymes ont rendu un hommage à ce praticien de droit. De la suite dans ce reportage de Doramazol, Merlin Kamalandouara. La mort du procureur général de la République honoraire et émérite Laurent Tshimanga Moukeba sonne comme un coup de tonnerre dans la grande famille judiciaire. Ce grand praticien de droit décède après 43 ans de service dans la magistrature. Le PGR Laurent Tshimanga Moukeba a travaillé comme substitut du procureur d'État près le tribunal de première instance à Luluabourg, actuellement Kananga, chef de parquet dans le Haut-Katanga, et à Lubumbashi, procureur général près la cour d'appel de Matadi et à Mbandaka. Il exerce enfin les fonctions de procureur général de la République de 2003 jusqu'à sa mise à la retraite en 2008. Un parcours élogieux que ses collègues n'ont pas manqué d'évoquer et de vanter au cours de l'audience solennelle organisée en sa mémoire à la Cour suprême de justice. Très abattu par le départ de ce grand baobab, le représentant du PGR demande à la Cour de prendre acte du décès. La mort vient de décréter, ce jeudi 14 novembre 2013, la fin du parcours terrestre d'un des nôtres. Mieux, elle a mis fin à la vie d'un éminent praticien de droit, à la personne de notre aîné. Notre chef, le procureur général de la République, honoré et émérite, Laurent Tshimanga Moukeba, porteur du sigle TIM. Comment couperait sa définie de sa vie? Qui pouvait croire à cette nouvelle lugubre et funeste qui nous arriva au parquet général de la République en plein séminaire de formation sur le leadership. Le premier président de la Cour suprême de justice, dans son témoignage, loue les qualités et les valeurs morales et professionnelles qui ont caractérisé cet homme de droit. Les êtres extraordinaires ont la vie courte et vieillissent rarement. En plus de ces qualités de bons magistrats, l'illustre disparu était un bon père de famille. Toutes les autorités judiciaires, politiques
et des partenaires à la justice de la République démocratique du Congo ont tenu à marquer de leur présence afin de rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Dans mon cœur, j'ai plus de douleur. Et Liliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Et Liliane, dans mon âme, je sais. Né à Lusambo le 30 juin 1940, le PGR honoraire et émérite Tshimanga Mukeba Laurent décède à l'âge de 73 ans et laisse une veuve et plusieurs enfants. Sa famille biologique gardera de lui l'image d'un père exemplaire et très attentif à si proches. Je vous le disais dans les titres, l'ambiance sera tout à fait inhabituelle dans les barreaux les semaines qui vont suivre. Les avocats vont choisir leur nouveau bâtonnier et membres au Conseil de l'Ordre. Le journal d'information judiciaire a commencé une enquête dans les barreaux de la Gombe et Matete pour se faire une idée des critères de choix pour chaque barreau et des attentes des avocats à ce sujet. Nous ouvrons notre enquête par le barreau de Matete qui prévoit organiser le 10 décembre prochain l'élection du nouveau bâtonnier. 4 candidats sont dans la course à Matete. Il s'agit du bâtonnier sortant Richard Kazadi. Candidat à sa propre succession, le doyen Ekombe Mpechi, Maître Vincent de Paul Alumba Molenda et Maître Koko Kayoudi. En dehors du bâtonnier, les avocats vont élire les membres du Conseil de l'Ordre. 21 candidats se disputent les 8 postes du Conseil de l'Ordre. Seuls les avocats inscrits au tableau du barreau sont autorisés à voter. Des précisions avec Thérèse Massengo, Gianni Mouemé. Les avocats du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete se préparent à voter un nouveau bâtonnier et les nouveaux membres du Conseil de l'Ordre. 4 candidats sont retenus pour le poste de bâtonnat. Il s'agit du bâtonnier sortant Richard Kazadi Kabimba, candidat à sa propre succession, le doyen Ekombe Mpechi, Maître Alumba Molenda Vincent de Paul et Maître Koko Kayoudi Misamou. Après les élections du bâtonnier, les avocats vont élire les membres du Conseil de l'Ordre, 21 candidats inscrits pour 8 postes au Conseil de l'Ordre. Le doyen Emilio Muchembe Wembo revient sur les modalités du vote et les critères pour être candidat au bâtonnat. Pour devenir bâtonnier, il faut être d'abord un ancien membre du Conseil de l'Ordre. C'est-à-dire que c'est lui qui a été membre du Conseil de l'Ordre, pas en exercice, un ancien membre du Conseil de l'Ordre peut postuler pour devenir bâtonnier. Et notamment sur les critères de moralité qui est critère prédominant pour la profession d'avocat. Au total, pour le Conseil de l'Ordre, il y a 4 candidats en lice. Et pour le membre du Conseil de l'Ordre, sur 8 postes à pourvoir, nous avons 21 candidats. Oui, ce sont les avocats qui sont inscrits au tableau de l'Ordre qui votent. Les barreaux près cette cour affirment que le nouveau bâtonnier a pour tâche d'assurer le bon fonctionnement du Conseil de l'Ordre et du barreau, car il a pour mission de représenter le barreau et de veiller à la discipline de tous les avocats. On souhaitait assez que si au moins comme au niveau du Parlement, il y a déjà un projet de loi qui accorde à nous avocats les unités de poursuite, je souhaitais assez que les nouveaux bâtonniers puissent s'atteler par rapport à ces projets. Ce que nous voulons, que le nouveau bâtonnier, ou bien l'ancien qui sera réélu, puisse chercher à avoir une loi consacrée pour protéger les avocats dans la profession. L'équipe dirigeante qui va venir doit tout faire pour mettre tous les avocats à l'aise. C'est-à-dire, à chaque instant, quand les avocats ont besoin de quelque chose, il faut que cela se fasse dans un bref délai. Celui qui sera bâtonnier doit organiser des colloques, des symposiums, au fin d'arriver à une sorte de mise à niveau en faveur des avocats. Nous attendons pratiquement la continuité de ce qui a été fait pendant les 3 ans en termes des besoins sociaux des avocats, la prise en charge sanitaire, la célérité dans le traitement des dossiers des avocats en cas de conflit. Quant à l'élection des membres du Conseil de l'Ordre, les modalités sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de chaque barreau.
Nos reporters d'Oramazol et Merlin Kamalandoa, eux, sont allés au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. 6 candidats se disputent le poste de bâtonnier. Quelques noms reviennent quand même, selon nos sources. Il s'agit de Maître Bolebe Essongombe, Maître Franck Moulenda Lutete, Maître Tentika, Maître Mukendi Kalamba, pour ne citer que ceux-là. À la Gombe, les critères d'ancienneté et de probité morale priment avant tout, avant de se porter candidat ou espérer être élu par ses pairs. Reportage. Les avocats du barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe vont voter un nouveau bâtonnier. Le barreau de Kinshasa-Gombe était dirigé autrefois par le bâtonnier sortant Omer Mwanza Chipepele. L'élection se fait par suppression des noms sur un bulletin distribué en même temps que la convocation à l'Assemblée et reprenant les noms des différents candidats par ordre d'ancienneté au tableau. En cas de ballottage au premier tour, un deuxième tour portera sur les 2 candidatures et en réunit le plus grand nombre des voix au premier tour. Au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, 6 candidats postulent pour le poste de bâtonnier. Il s'agit de Maître Bolebe Essongombe, Maître Franck Moulenda Lutete, Maître Tantika Mbakataja, Maître Mukendi Malamba, Maître Mbakinzaou, Maître Belou Moutsense. Le secrétaire de l'ordre au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Maître Tantika Mbakataja, nous explique quelques conditions pour être admis candidat au poste de bâtonnier. La première condition, c'est qu'il faut être un ancien membre du Conseil de l'ordre. Et la deuxième condition, il faut avoir une ancienneté de 5 ans au moins au tableau. Voilà les conditions qui sont prévues à l'article 29 du règlement intérieur cadre des barreaux congolais. Pour le membre du Conseil de l'ordre, si l'ancienneté du tableau est la même, 5 ans au moins, mais là, la condition selon laquelle il faut être un ancien membre du Conseil de l'ordre, cette condition n'existe pas. Les avocats attendent que le nouveau bâtonnier soit un conciliateur, mais aussi veille à la discipline au sein du barreau. J'ai beaucoup d'aspirations pour le nouveau bâtonnier que nous allons élire. J'attends de lui la redynamisation de notre barreau. Et cette fois-ci, nous voulons un bâtonnier qui doit porter du renouveau, qui doit défendre les intérêts des avocats comme d'habitude, qui doit prendre des paroles au nom et pour le compte des avocats du barreau de Kinshasa-Gombe, bien entendu. Nous attendons un travail efficace, un travail conscient, un travail honnête en vue de bien défendre les intérêts des avocats. Les avocats du barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe voteront aussi les 5 membres du Conseil de l'ordre. Pour l'instant, 21 candidats sont retenus sur la liste. Autre chose, la Direction générale de la police judiciaire a organisé avec les parquets de la Gombe et de Kalamo une série d'échanges débats. 3 jours durant, les officiers de police judiciaire ont appris les principes généraux du droit pénal général et les pratiques préjuridictionnelles du droit pénal spécial, des techniques que les partenaires du ministère public affirment avoir désormais maîtrisées et promettent d'en faire usage. Reportage Thérèse Massengo, Gianni Moueme, Merlin Kamalandoa. Des débats qui tournent autour du droit pénal, des pratiques préjuridictionnelles en matière des droits pénals spéciales à l'égard des officiers de la police judiciaire. Pendant 3 jours, la Direction générale de la police judiciaire, avec son partenaire les parquets de la Gombe et de Kalamou, ont décidé de crever l'abcès, déceler les lacunes observées dans l'exercice des fonctions des OPJ et chercher à améliorer pour une pratique de la justice équitable en faveur de la population. Les OPJ, ce sont les hommes de terrain. Ce sont les premiers à constater les faits et c'est à eux que nous devons nous investir pour que, en amont et en aval, nous intervenions et que la justice soit correctement rendue. Il y a 5 questions fondamentales que vous devez poser. Les récipiendaires se disent satisfaits des enseignements reçus et promettent, malgré les problèmes logistiques et d'infrastructures constatés, travailler pour l'intérêt de tous. Je crois qu'avec la matière que nous allons recevoir, les apprenants vont pouvoir s'appliquer et à très bien qualifier les infractions. Notre profession d'OPJ nécessite, après un moment donné, un recyclage. Voilà aujourd'hui
on m'a rappelé. C'est que c'est une infraction. Nous devons vous dire que nous avons retenu beaucoup de choses qui nous échappaient, beaucoup de choses dont on prêtait confusion dans nos têtes. Par exemple, en matière d'extorsion, c'est aujourd'hui qu'on a su scinder, faire la différence nette dans notre intelligence, la différence entre un vol à l'aide d'une violence et l'extorsion. Nos chefs peuvent compter sur nous parce qu'on a eu beaucoup de choses, qu'il y avait la confusion dans nos têtes et maintenant on a levé des équivoques là. Surtout avec le phénomène Koulouna qui est un fléau à la une. Avec cette formation, on a compris que ce n'est pas une association de malfaiteurs. Il faut qu'on interroge chacun individuellement. J'ai aimé cette formation. J'ai bénéficié de quelque chose, surtout en ce qui concerne la procédure à suivre lors d'un traitement, lors d'une instruction d'un dossier judiciaire. Les procureurs près le parquet de grande instance de la Gombe et de Kalamou, ainsi que leurs délégués, ont animé la formation qui a duré 3 jours. Les responsables de la police judiciaire espèrent ainsi établir la paix sociale au sein des populations en organisant d'autres échanges de remise à niveau avec leurs partenaires. Rendons-nous à présent dans les tribunaux, particulièrement à la cour d'appel de Matete, avec ce procès qui dure plus de 4 ans. Il s'agit de l'affaire qui oppose le ministère public et la partie civile Joseph Fuelo à Magloire Kabemba et consorts. Après le jugement rendu au premier degré qui avait condamné Magloire Kabemba à 1 année de servitude pénale, toutes les parties viennent en appel pour obtenir la réformation de cette décision. Au cours de l'audience, la partie civile Fuelo se pourvoit en cassation au motif que la cour d'appel de Matete est passée outre des condamnés à un témoin n'ayant pas comparu. Le témoin en question, c'est Ntimba, belle-mère de Kabemba. La partie civile précise qu'elle ne peut plus continuer dans cette juridiction. La partie prévenue affirme que la partie civile procède ainsi par des manœuvres dilatoires pour tirer en longueur le procès. Elle parle plutôt d'une récusation et ou d'une suspicion et non d'un pourvoi en cassation. Freddy Monsoa, Thérèse Massengou, Gani Mouemé pour le reportage. Le ministère public et la partie civile Fuelo poursuivent Magloire Kabemba et consorts pour homicide involontaire des jumeaux Fuelo. Les jumeaux morts par noyade à l'occasion de l'anniversaire de Aurélia Kabemba, fille de Magloire Kabemba, le 11 mars 2009 en sa résidence. 4 années après, les parties viennent à la charge après le verdict rendu au premier degré au tribunal de grande instance de la Gombe, condamnant Magloire Kabemba à 1 année de servitude pénale. Le même tribunal avait en son temps acquitté les autres prévenus. À l'audience de ce jour, toutes les parties viennent en appel afin d'obtenir la réformation de cette décision. Une audience consacrée à l'audition des témoins. La Cour procède d'abord à la relecture du rapport du médecin légiste sur l'autopsie faite à la clinique Ngaliema. Comment expliquez-vous les faits qu'avant de nous transmettre ces 2 rapports d'autopsie, sur contenu était déjà connu, son contenu était déjà connu du public. Après la lecture du rapport de l'expertise, la Cour appelle Ntimba, belle-mère de Magloire Kabemba, pour être entendue afin de donner sa version des faits. Mais celle-ci ne comparaît pas. La partie prévenue sollicite du tribunal de se référer aux anciennes dépositions actées au premier degré. La partie civile s'oppose à la demande de la partie prévenue et sollicite du tribunal de condamner le témoin. Les avocats de la partie civile soutiennent que Ntimba, belle-mère de Magloire Kabemba, a affiché le comportement d'un témoin récalcitrant. Il précise en outre que le rapport du médecin légiste atteste que les enfants ne sont pas morts par noyade, bien qu'on les a retrouvés dans l'eau. La comparution de la belle-mère de Magloire Kabemba est alors indispensable, affirme la partie civile. Vient de nous éclairer, parce que la Cour vient de dire clairement que la non-comparution de cette dame est due au fait qu'elle est de mauvaise foi. La Cour passe outre la demande de la partie civile sur la condamnation de Ntimba et invite les parties à plaider. La Cour estime qu'elle va passer outre cette comparution et vous inviter à plaider. Pendant la plaidoirie, la partie civile ne préfère pas continuer la procédure dans cette cour. Les avocats conseils soutiennent que leur client n'a plus confiance à cette cour. Ils se décident d'aller
en cassation. Notre client estimait qu'il ne peut pas penser que lorsqu'un témoin ne sait pas, récalcitrant ne sait pas être condamné. Les avocats du prévenu Magloire s'insurgent contre cette demande et soutiennent que la partie civile a toujours usé de manœuvres dilatoires pour empêcher que le droit soit dit sur cette affaire. Pour la partie prévenue, il s'agit d'une récusation ou d'une suspicion et non d'un pourvoi en cassation. Notre client n'a plus confiance en vous. C'est ce qu'il a dit. Et par cela, ça s'appelle soit récusation, soit suspicion. Nous avons vu qu'on a introduit un pourvoi en cassation. C'est-à-dire qu'on est en train d'attaquer une de vos décisions. Mais laquelle décision vous avez rendue qui ne serait pas favorable à eux? Et même alors, Monsieur le Président, comment ça s'est fait quand on veut aller en cassation? L'organe de la loi estime que la partie civile n'a pas respecté la procédure de cassation. La Cour d'appel de Matete décrète la surséance à cause de l'acte versé au dossier. Le ministère public du parquet de Kalamou poursuit les prévenus Esther Yamba et consorts pour coups et blessures volontaires portés à l'endroit d'une femme enceinte à Mbasiska. Les faits remontent en 2011 dans la commune de Makala. Du côté des prévenus, Esther Yamba et consorts l'on soutient que l'infraction mise à leur charge n'est pas établie en fait et en droit faute d'éléments matériels. Leurs avocats sollicitent du tribunal leur acquittement. La partie civile pourtant citée n'a pas comparu à l'audience du jour. Dora Mazol, Merlin Kamalandwa. Donc, la même parcelle, avec et la partie civile et les deux parties citées, nous n'avons pas vécu le fait. Nous n'avons jamais attendu qu'il y ait cause et blessures. C'est une affaire qui date de 2011. Le ministère public du parquet de Kalamou poursuit les prévenus Esther Yamba et consorts pour coups et blessures volontaires administrés à une femme enceinte, Mbasiska. Mbasiska confirme les faits qu'elle met à charge de sa belle-sœur Yamba Esther et consorts. L'affaire s'est passée dans la commune de Makala. L'organe poursuivant requiert du tribunal de condamner les prévenus à une peine de 6 mois de servitude pénale principale, d'ordonner leur arrestation immédiate et de condamner les prévenus au paiement d'une somme de 50 000 francs congolais à titre d'amende. Par ces motifs, il plaide au tribunal CA d'établir en fait en droit l'infraction de participation criminelle mise à charge de prévenir pour Omi et Esther Yamba. La partie prévenue Esther Yamba et consorts soutient qu'il y a un doute manifeste face à la plainte de la victime au motif que l'élément matériel fait défaut. Par conséquent, elle sollicite du tribunal de dire non fondée l'infraction mise à charge des prévenus cités abusivement dans cette affaire, selon son avocat conseil. Nous avons fait voir au tribunal que nos deux clients ont été poursuivis abusivement pour l'infraction des coups et blessures volontaires. Parce qu'au niveau du parquet, il n'y a au dossier aucune pièce qui atteste que mes deux clients ont administré les coups et blessures à l'encontre de la partie civile. Après débat entre les parties au procès, le tribunal passe la parole aux prévenus pour leur version des faits. Le tribunal clôt le débat pour rendre son jugement dans le délai de la loi. Une audience qui s'est déroulée sans la comparution de la partie civile, pourtant citée dans la présente cause. Vous venez de suivre tantôt le ministère public qui poursuit un prévenu pour coups et blessures portés sur une femme enceinte. Il s'agit là d'une mauvaise pratique assez courante, observée même dans les ménages. Après une incompréhension, un époux qui frappe sa femme enceinte. Alors Stéphanie, que dit la loi à ce sujet ? Sachez que quiconque porte volontairement des coups sur une femme enceinte commet une infraction. Cette incrimination tire sa création des articles 143 à 145 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Les coups portés et les blessures faites volontairement peuvent entraîner une altération grave de la santé de la femme. Ces coups peuvent aussi altérer gravement l'embryon et le fœtus, donc
l'auteur des coups et blessures volontaires portés sur une femme enceinte est passible de 2 à 5 ans de servitude pénale principale et d'une amende fixée par le tribunal. Sachez aussi que quand les coups portés sur la femme enceinte causent l'avortement, l'auteur encourt la servitude pénale principale de 5 ans et doit payer les amendes fixées au tribunal à cette femme. Le tribunal compétent, Nathalie, pour ce genre de crime est le tripet selon la loi congolaise. Direction à présent le tribunal de grande instance de Kalamou. Philippe Maïdi était poursuivi par Johnny Mboukou pour dénonciation calomnieuse et faux en écriture. Philippe Maïdi aurait affirmé que Johnny Mboukou et consorts auraient vendu la parcelle qui appartient à leur grand-père. Cela s'est passé au tribunal de paix Pont-Kassavoubou. La partie appelante avait soulevé l'exception de nobis in idem et le juge avait joint l'exception au fond. Philippe Maïdi vient alors en appel au tribunal de grande instance de Kalamou contre la décision rendue au premier degré. La partie intimée soutient que le présent appel est non fondé. Dans son verdict rendu sur le banc, le tribunal déclare irrecevable l'appel interjeté par Philippe Maïdi et le condamne au paiement des frais d'instance payables dans le délai légal. Reportage. On est en appel parce que la partie prévenue a fait l'exception de non bis in idem. Maïdi Philippe vit en appel au tribunal de grande instance de Kalamou contre une décision rendue au tribunal de paix Pont-Kassavoubou, joint au fond l'exception soulevée par la partie appelante sur le non bis in idem. Au premier degré, Maïdi Philippe était poursuivi par Johnny Mboukou pour l'infraction de dénonciation calomnieuse pour avoir soutenu que Johnny Mboukou et consorts auraient vendu une parcelle qui appartenait à leur grand-père et pour faux en écriture portant sur un procès-verbal de conseil de famille. Les avocats conseils de Maïdi Philippe avaient soulevé 2 préalables au premier degré. L'obscurité du libellé au motif que l'exploit comportait beaucoup d'irrégularités et la violation de l'article 57 du Code de procédure pénale qui insiste sur le respect de la mention substantielle, du nom et de la date dans l'exploit. La partie appelante sollicite du tribunal d'affirmer l'œuvre du premier juge. Pour les motifs de non bis in idem, nous avons démontré ça devant les juges au premier degré et ces derniers l'ayant joint au fond, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus au degré d'appel. La partie intimée, Johnny Mboukou et consorts, soutient que le présent appel est non fondé au motif que les décisions de jonction au fond de l'exception ne peuvent être frappées d'appel. C'est un appel purement dilatoire parce qu'au premier degré, la partie prévenue avait soulevé une exception non bis in idem que le juge avait joué au fond. Et nous avons montré au juge que nous sommes en appel uniquement parce qu'il y a une jonction d'une exception soulevée au fond. L'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal de dire recevable, mais non fondé l'appel de Maïdi Philippe pour son caractère dilatoire et renvoie les parties devant le premier juge au tripet Pont-Kassavoubou. Nous sommes sur la forme. Oui, sous réserve. Après débat entre les parties et le réquisitoire de l'organe de la loi, le tribunal rend immédiatement son verdict sur le banc et déclare irrecevable l'appel interjecté par le cité Maïdi Philippe et le condamne au paiement des frais d'instance payables dans le délai légal. Le tribunal des séants dira irrecevable l'appel interjecté par le cité Maïdi Philippe. Place à notre chronique à présent. Vous ne le savez peut-être pas, la législation congolaise interdit l'avortement volontaire. La loi punit de 5 à 10 ans de servitude pénale principale la femme qui se fait avorter volontairement et à 15 ans de prison pour la sage-femme, le pharmacien ou l'infirmier ou tout celui qui prête son concours pour provoquer l'infraction d'avortement. Alors, ceux qui fournissent les renseignements sur les lieux où l'on peut pratiquer ou les moyens à utiliser seront eux aussi punis d'une servitude pénale qui ne dépasse pas la moitié de la peine qu'ils auraient encourue s'ils avaient été eux-mêmes auteurs. N'est-ce pas, Freddy Monsois? Malheur à qui profane la beauté innocente de la vie humaine, malheur à qui on méconnaît le droit essentiel, celui d'exister ou l'anéantit dès son origine.
La loi punit non seulement celui qui a fait avorter une femme, mais aussi la femme qui, volontairement, s'est fait avorter. Avorter, c'est user des pratiques mécaniques ou chimiques pour interrompre artificiellement une grossesse en provoquant l'expulsion du fœtus avant terme. Le législateur congolais, quant à lui, distingue l'avortement par autrui de l'avortement sur soi-même. Le premier est le fait de quiconque, par divers moyens, fait avorter une femme avec ou sans son consentement. Le second, pour sa part, c'est l'avortement que la femme se procure elle-même. Le médecin, l'infirmier ou toute autre personne peut provoquer l'avortement d'une femme enceinte. Ils le peuvent par ruse, violence, curetage, administration des produits pharmaceutiques, abortifs ou indigènes, ou encore en usant de tout autre procédé. La peine prévue par la loi congolaise en matière d'avortement est de 5 à 10 ans de servitude pénale principale, et ceux qui auront provoqué l'infraction d'avortement ou fourni des instructions ou renseignements ainsi que des instruments ou moyens et de l'aide ou de l'assistance sont des complices. Ils seront, pour leur part, punis d'une peine qui ne dépasse pas la moitié de la peine qu'ils auraient encourue s'ils avaient eux-mêmes été auteurs. Les médecins, la sage-femme, le pharmacien, l'infirmier ou la personne qui par des aliments, des breuvages, des médicaments, des violences ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme sera puni de 5 ans à 15 ans de servitude pénale. Sachez que l'avortement est consommé dès que le résultat est atteint, à savoir que la grossesse est interrompue par expulsion prématurée du fœtus, peu importe son âge, son état physique, ou que le fœtus soit mort antérieurement aux pratiques abortives ou qu'il survive à celles-ci. Quand, malgré la réalisation de l'acte matériel, le résultat escompté, à savoir l'expulsion du fœtus, n'est pas atteinte, il y a tentative d'avortement et cela est également punissable par la loi. La juridiction compétente pour le cas d'avortement et de tentative d'avortement est le tribunal de grande instance. C'est la fin de cette édition. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Audience solennelle et publique organisée à la Cour suprême de justice en mémoire du procureur général de la République, honoraire et émérite Laurent Tshimanga Mukeba, décédé le 14 novembre 2013. Dans cette édition, vous avez aussi suivi une série de reportages consacrés à l'élection du bâtonnier et des membres des conseils de l'ordre dans les deux barreaux de Kinshasa. À la Gombe et à Matete, la tension est montée. Les avocats sont appelés à voter leurs représentants. À la une aussi, les officiers de police judiciaire qui sont rentrés sur le banc de l'école pour mieux comprendre des principes et pratiques du droit pénal spécial en vue de mieux servir la population. Notre invité, le professeur Joseph Ngwabi Kafunda, premier substitut du procureur du parquet de Kalamu, est revenu sur la question mais aussi a insisté sur l'implication du gouvernement pour améliorer les conditions de travail des OPJ. Et complètement terminé pour cette édition du journal d'information judiciaire. Merci de l'avoir suivi. Ces remerciements s'adressent aux nombreux téléspectateurs qui nous sont fidèles. Merci encore une fois de nous faire confiance. L'information continue sur www.journaljudiciaire.org. Au revoir.